Du débat sur la 95.5, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, on considère que chez un enfant, plus de 3 quarts de l'apprentissage se fait par le biais de la vision et plus d'un tiers du cortex des adultes répond aux stimulus visuels. Ceci signifie non seulement que la vision est très importante pour le développement dans la petite enfance, mais également que les informations visuelles sont utilisées et traitées par un grand nombre de parties du cerveau. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'une perte visuelle survenant tôt dans la vie d'un enfant ait un impact important sur le développement de celui-ci et retarde par exemple l'apparition de la marche ou de la déambulation à 4 pattes. Alors pour parler ce matin de la santé visuelle des enfants, nous recevons les membres du CBM dans nos studios. Alors, je vais leur donner la possibilité de se présenter. Je commence comme, c'est 2 hommes. Si c'était une femme et un homme, j'allais savoir comment le faire. Mais comme c'est 2 hommes, je commence par ma gauche. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Pascal Ayamvé-Domé. Je suis en charge de la mise en œuvre d'un projet de santé oculaire infantile à CBM. CBM est une organisation internationale chrétienne de développement dont l'engagement est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les pays démunis. Le siège se trouve à la résidence du Bénin à Lomé et CBM existe au Togo depuis 1984. Alors, à ma droite, monsieur, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro. Ok, bonjour. Moi, c'est Yao Sepopo Prempe. Je suis médecin ophtalmologiste. Je suis également le coordonnateur du programme national de lutte contre la cécité au sein du ministère en charge de la santé. Et nous sommes appelés à accompagner CBM dans la mise en œuvre de ce projet qui concerne la cécité chez les enfants. Alors, dans quel cadre se situe ce projet de parler de la cécité chez les enfants? Alors, ce contexte se situe dans la mise en œuvre d'un projet qui a commencé déjà depuis septembre 2021. Ce projet est intitulé Amélioration de l'accès aux services ophtalmologiques complets pour les enfants par le référencement du réseau de référence pour prévenir la cécité infantile. C'est pour pouvoir faciliter l'accès des enfants aux services ophtalmologiques complets, que ce soit la prévention, que ce soit également la prise en charge dans 7 districts sanitaires du Togo, à savoir le Zio, Cloto, Lac, Vaux, Ao, Golfe et puis Bamoni. Alors, docteur, quelle définition nous pouvons donner à la cécité infantile et quelles sont les manifestations des troubles de vision chez les enfants? Oui, la cécité, il ne faut pas dire qu'il y a la cécité infantile. La cécité, en réalité, c'est quand on ne voit pas bien. Et on parle de cécité quand sur 10, la personne n'arrive pas au-delà de 1. À voir au-delà de 1. C'est-à-dire, on prend l'échelle sur 10, la personne n'arrive pas à voir au-delà de 1. C'est ça que nous appelons par la cécité. Et chez les enfants, c'est des troubles de vision en général qui vont se manifester en fonction de l'âge de l'enfant. Un enfant, vous savez, ne peut pas dire directement j'ai mal ou bien je ne vois pas. Donc, du coup, on a des effets, des signes indirects qui expliquent la malvoyance chez l'enfant, un enfant qui est là, nouveau-né, qui ne s'imprègne pas à son environnement. C'est-à-dire, vous avez quelque chose, un ballon autour de lui, il ne se presse pas pour aller vers, et il a un bic qui est à côté de lui, il ne le prend pas pour aller le mettre dans la bouche, ou bien on lui présente le tété par exemple, l'enfant ne se presse pas pour pouvoir le mettre dans la bouche, donc il y a déjà
des signes qui nous disent qu'il y a un souci. Maintenant, en dehors de ça, quand on va voir les enfants qui sont en âge de parler, il y a d'autres, ils peuvent vous dire, mais généralement, c'est difficile de le dire en ce moment, puisque toujours est-il que pour l'enfant, peut-être que c'est comme ça que les autres aussi voient, mais déjà il y a des signes, un enfant qui ne s'amuse pas avec les autres, un enfant qui est en retrait de la société, qui signale des symptômes comme le maux de tête, et la lumière qui me gêne. Beaucoup de ces signes montrent que l'enfant indirectement aurait peut-être un problème de vision. Alors, quelles sont les principales maladies oculaires qu'on peut détecter chez les enfants? Oui, la première, c'est un enfant, c'est les amétropies, les vices de réfraction. C'est-à-dire des enfants qui ont besoin de lunettes pour mieux voir. C'est la première des causes. Maintenant, il y a d'autres maladies comme la cataracte et congénitale, et il y a le glaucome. Et puis, bon, il y a aussi des cas de traumatisme de l'enfant ou des maladies d'ordre général qui entraînent la baisse de la vision chez les enfants. Alors, Monsieur Pascal, quels sont les services qui seront offerts aux populations dans le cadre de ce projet? Dans le cadre de ce projet, nous avons des activités qui portent sur la sensibilisation précoce des affections oculaires au niveau communautaire qui va se faire avec les agents de santé communautaire. Également, au niveau des établissements scolaires, nous avons également cette activité de dépistage dans les 7 districts sanitaires. Cette activité va s'organiser en collaboration avec le programme national de lutte contre la cécité. Et nous avons également 203 enfants qui bénéficieront des lunettes. Et également, sur ce projet, nous aurons à opérer 300 enfants qui ont besoin d'une prise en charge compte tenu de la gravité du problème oculaire dont ils souffrent au niveau du CHU Campus. Alors, docteur, pour vous, comment peut-on expliquer les difficultés d'accès aux soins des enfants qui souffrent des affections oculaires? Oui, pour aborder cette thématique, l'accès aux soins oculaires, d'abord, elle est d'ordre général. L'accès serait plus lié aux facteurs traditionnels tels que d'abord la distance, le facteur coût. Mais chez les enfants, il faut souligner une particularité. C'est la reconnaissance d'abord de l'existence du problème. Tout à l'heure, je vous ai dit que il est difficile de reconnaître les troubles visuels chez un enfant, puisque c'est les effets indirects, les signes indirects qui peuvent nous amener à reconnaître ça. Donc, il faut d'abord que les parents ou l'enseignant à l'école ou quelqu'un dans l'entourage de l'enfant puisse reconnaître que cet enfant a un souci. Donc, c'est d'abord un premier point qu'il faut savoir. Et c'est ça qui va maintenant amener les parents à aller à l'hôpital. Maintenant, il faudrait que les parents acceptent également que l'enfant a un problème. Parce que des fois, les enfants se plaignent, j'ai mal à la tête, je ne vois pas bien, mais on les taxe souvent de paresseux, c'est parce que tu ne veux pas aller à l'école, etc., etc. Et c'est ce qui fait qu'on ne va pas immédiatement à l'école pour pouvoir faire une prise en charge de ces affections. Des affections qui souvent sont souvent bénignes et qui, prises en charge, font le développement normal de cet enfant sur le plan oculaire, mais également sur le plan apprentissage et sur le tout, puisque vous l'avez dit dans votre introduction, 80% du développement
d'un enfant dépend de sa vision. C'est-à-dire, quand on parle de développement, il y a le développement surtout intellectuel, cognitif, l'apprentissage, qui dépend de la vision. Donc, si ça vient à manquer, vous voyez combien de choses sont à la perte chez ces enfants. Alors, quand les enfants sont nés tout de suite à l'hôpital, est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour voir si l'enfant souffre déjà d'une affection oculaire? Oui, il y a des moyens. Peut-être ici, ça ne se fait pas de manière systématique, mais normalement, un enfant qui naît est vu également par un ophtalmologiste pédiatre. Ce n'est pas fait parce que peut-être on n'a pas des spécialistes en nombre. Ce n'est pas fait également parce que, mais sur le plan santé publique, il y a des dispositions qui sont prises pour enseigner. C'est-à-dire que la sage-femme doit pouvoir voir est-ce que les yeux s'ouvrent, est-ce qu'il y a une leucocorie au niveau de l'enfant. Et puis, il y a aussi des médicaments qu'il faut mettre dès la naissance de l'enfant pour pouvoir éviter certains effets d'affection comme l'ophtalmie infectieuse de l'enfant qui peut être un désastre si on ne le prend pas en charge très tôt. Alors, Monsieur Pascal, quelles seront de façon spécifique les activités que les responsables de formation sanitaire et les agents de santé communautaire auront à mener dans le cadre de ce projet de prévention de la cécité chez les enfants? Alors, dans le cadre de ce projet de prévention de la cécité chez les enfants, nous avons déjà renforcé les capacités de 56 agents de santé communautaire et puis 112 responsables de formation sanitaire. En plus de ça, je voulais préciser également qu'il y a 20 techniciens spécialisés en ophtalmologie qui ont été renforcés dans la prévention et puis la prise en charge des affections oculaires au niveau des enfants. Et de façon spécifique, lorsque nous prenons les agents de santé communautaire, ils auront cette responsabilité de sensibiliser la population sur la prévention des affections oculaires au niveau des communautés. Ils auront également à organiser des visites à domicile et également référer les enfants ayant des problèmes oculaires vers les formations sanitaires. Ils auront également cette responsabilité de faire le suivi des enfants qui ont été référés au niveau de ces formations sanitaires. Lorsque nous prenons les responsables de formation sanitaire eux-mêmes, il faudrait qu'ils arrivent à évaluer et à traiter les enfants souffrant des affections oculaires, identifier également les cas qui sont complexes, qui doivent être référés vers les hôpitaux du district pour une prise en charge complète. Et puis, dans la situation de cas complexes, il faudrait qu'ils réfèrent ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale vers la structure tertiaire qui est le CHU Campus. Alors, ces enfants, qui sont-ils? Comment est-ce que ces enfants seront sélectionnés? Déjà, au niveau communautaire, les agents de santé communautaire vont identifier ces enfants qui seront référés vers les unités périphériques, les centres périphériques. Et c'est ces centres périphériques qui vont tout d'abord diagnostiquer le mal. Si c'est un cas mineur, eux-mêmes, ils peuvent le traiter. Dans le cas contraire, ces enfants seront référés vers les structures de district. Dans ces structures, nous avons les techniciens supérieurs en ophtalmologie qui vont s'en charger. Et au niveau tertiaire, comme je le disais, nous avons également le CHU Campus qui est la structure qui est en charge des opérations chirurgicales de ces enfants. Donc, c'est tout un circuit qui part de la base, qui remonte au niveau du district avant d'arriver au niveau tertiaire qui est le CHU Campus. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais bien avant cela, le docteur veut ajouter quelque chose. Oui, et je pense que Pascal a parlé de comment le système sera mis en place par rapport au référencement. Donc, le premier niveau communautaire avec les ASC qui vont aller un peu presque de porte à porte pour voir dans les familles ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'ils voient bien?
S'il voit bien, c'est bon. Et s'il ne voit pas bien, on le réfère au niveau des structures proches. Et donc, à ce niveau, les RFS vont les référer, s'il le faut, vers les services d'ophtalmologie de district. Et l'autre aspect que je voulais qu'on relève également, c'est qu'il a parlé tantôt de distribution de verres, de lunettes aux enfants. Ça, c'est une autre stratégie parallèle qui sera mise en place. C'est-à-dire qu'il y aura une formation des enseignants qui, dans leur établissement, vont faire ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire dépister les enfants qui ont des problèmes de vision. Donc, derrière, ces enfants recrutés seront examinés par la structure le PNLC, et c'est à l'issue de ces examens que ces enfants seront diagnostiqués, et surtout ceux qui sont porteurs de problèmes de vices de réfraction, on va leur donner des verres correcteurs. Et pour ceux qui ont d'autres affections, ils seront également référés. C'est-à-dire ils vont suivre le circuit comme précédemment décrit. Alors, docteur, vous êtes coordonnateur du programme national de lutte contre la cécité. À ce jour, quelle est la situation dans notre pays? Oui. La situation, disons que, bon, il n'y a pas une enquête en tant que telle dans le pays pour parler de tel nombre, mais depuis 2016, nous faisons des activités de sensibilisation, dépistage et correction des vices de réfraction en milieu scolaire. Et nous voyons qu'à peu près 5% de ces élèves, qui représentent à peu près les enfants, ont des problèmes de vision. Et parmi eux, souvent 3 à 4% ont juste besoin d'être corrigés avec des lunettes pour mieux voir. Donc ça veut dire que c'est des affections qu'on peut facilement corriger et redonner une bonne vision à l'enfant, et ainsi augmenter le taux de scolarisation, le niveau d'études de ces enfants. Alors, je vais rester toujours avec vous. Généralement, quand les enfants disent à la maison « j'ai mal aux yeux, j'ai tel », il y a certains parents qui se permettent d'utiliser certains produits. Est-ce que l'utilisation de ces produits peut avoir des conséquences sur l'enfant? Oui, oui. Mais c'est quel produit qu'on utilise? Généralement, c'est le lait maternel qui peut avoir des germes dans ça, et qui peuvent infecter l'œil. Il y a aussi de l'eau sucrée. Oui, il y a de l'eau sucrée, mais c'est quelle eau sucrée qu'on utilise? Et il y a des herbes qu'on utilise, et donc tout ça là peut avoir des effets désastreux. On a reçu, c'est un de mes collègues qui a reçu un jour une dame qui a utilisé même l'urine, et avouez-vous que la cornée était presque détruite à la réception de cette dame. Donc ça veut dire que ce n'est pas peut-être le produit même mais les germes, la toxicité de ces produits qui peuvent être désastreux pour l'œil. Et dites-vous, la cornée qu'on perd, c'est difficilement qu'on le récupère. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler, ce qui veut dire que tout de suite, dès qu'on a mal aux yeux ou un petit souci par rapport à l'œil, il faut rapidement contacter un médecin. Oui, il faut aller vers une structure de soins pour évaluer d'abord ce qu'on a et pouvoir faire une prise en charge adéquate et adaptée. Et
je pense que la formation, le renforcement de capacité, surtout des RFS, était vraiment un point crucial que nous avons eu à faire, parce que c'est également important que à chaque niveau des soins, qu'on puisse faire un diagnostic ou bien qu'on puisse faire évaluer la gravité du problème pour pouvoir faire un bon référencement pour que les gens puissent être bien pris en charge. Parce qu'on a aussi des cas désastreux, parce que les gens vont quand même à l'hôpital. Mais quand ils vont vers des structures qui ne sont pas dans la santé oculaire, et des fois, et ça ne rime pas. Et donc, c'est pourquoi je souligne ce point de système de référencement qui est bien mis en place pour nous aider à vraiment prendre en charge chacun à son niveau pour des cas qu'il faut, les enfants qui ont des problèmes oculaires. Alors, Monsieur Pascal, est-ce que vous avez mené une étude dans la communauté pour savoir quelles sont les raisons qui expliquent le retard au recours en soins de qualité au niveau des soins ophtalmologiques? Pour le moment, une étude n'a pas encore été réalisée. Nous allons y réfléchir là-dessus. Peut-être que ça sera une étude nationale qui sera réalisée en collaboration avec le Programme national de lutte contre la cécité, parce que c'est aussi important qu'on voit la prévalence et puis qu'on également prenne les dispositions pour pouvoir venir à bout de la cécité infantile dans nos communautés. Néanmoins, nous pouvons également souligner qu'il y a certains facteurs très importants qui concernent l'ignorance des manifestations des affections oculaires chez les enfants par les parents. Parce que de temps en temps, le mal est là, mais on laisse développer le mal jusqu'à un point où ça s'aggrave. Et c'est en ce moment, non seulement ça s'aggrave, mais après, au lieu d'aller directement aussi à l'hôpital, on se donne à l'automédication. Les gens qui mettent moringa sur les yeux des enfants, c'est très 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 grave. Et puis après, ce sont des informations qu'on prend de gauche à droite au sein de la communauté, qu'on essaie de mettre en pratique, alors que ce sont des comportements que nous devons éviter. Le plus important, c'est de se référer vers les formations sanitaires et surtout vers les structures de services ophtalmologiques qui font la prise en charge de qualité de ces affections. Alors, le problème, c'est que parfois, on a tendance à remplacer le Togo par la capitale, c'est-à-dire toutes ces activités se mènent seulement à Lomé, alors que ces problèmes dont on fait mention, ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus au nord du pays. Est-ce que ces milieux aussi seront touchés? Pour l'instant, dans le cadre de ce projet, comme je l'ai souligné au début de ma présentation, je disais que ça couvre 7 districts sanitaires. En dehors du district du Golfe, nous avons encore les 6 districts. Nous comptons, comme ce projet étant un projet pilote, nous comptons également dans les années à venir pouvoir intervenir dans les autres régions du pays pour que l'accès, comme on le souligne ici, l'accès soit complet pour tous les enfants du Togo, parce que c'est le défi qu'il faut relever. Il faudrait que toutes les activités couvrent l'étendue du territoire. Mais pour l'instant, nous sommes dans les 7 districts qui sont mentionnés. Alors, parlant de défis, quels seront ces défis qu'il faut relever pour une prise en charge précoce des affections oculaires chez les enfants? Le premier défi, c'est que nous devons arriver à sensibiliser l'ensemble de la population. Ça, c'est très important. C'est pour cela que d'ailleurs, j'encourage les agents de santé communautaire qui ont été formés à pouvoir accomplir la noble mission au niveau des communautés pour pouvoir informer suffisamment la population sur ce qui doit se faire en matière de prévention et en matière de prise en charge des affections oculaires des enfants.
Le second défi concerne également... Avant de parler des défis, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Oui, vous parlez des affections oculaires des enfants. Oui, oui. Et où est-ce qu'on peut les amener consulter, pour consulter? Quel centre, où est-ce qu'on peut... Voilà. Et puis, je voudrais rajouter, moi j'ai un petit-fils épileptique, autiste, je crois. Est-ce qu'il y a des centres? Donc, c'est des médecins. Est-ce qu'il y a un centre au Togo, on pourra l'emmener quoi, à un certain par exemple. Voilà. Il va consulter d'abord pour les yeux, et puis s'il y a un centre. D'accord. Merci beaucoup, madame ici. Alors, vous finissez avec les défis et je vais poser les questions de madame ici au docteur. Oui. D'accord. Par rapport aux défis, le second défi concerne la disponibilité des services de soins ophtalmologiques et son accessibilité à la population, parce que c'est aussi important. Si ce n'est pas accessible, ça serait compliqué. Et puis, il faut toujours continuer par renforcer les capacités des professionnels de santé qui sont dans ce domaine de prise en charge des affections oculaires des enfants. Et puis, à la fin, il faudrait quand même avoir des équipements matériels nécessaires pour cette prise en charge. Parce qu'il faut souligner également que nous pouvons avoir les ressources humaines, mais s'il n'y a pas de matériel pour pouvoir en servir, on ne pourra pas avoir une prise en charge de qualité. Alors, docteur, selon les questions de madame ici, à quelle année on peut commencer déjà par consulter un enfant pour les affections oculaires? Dès la naissance. Dès la naissance, un enfant peut être vu par un ophtalmologue, surtout pédiatre si on en a, pour pouvoir examiner en termes de structure de l'œil ce qu'on a. Et la vision, il y a des réflexes qu'on peut rechercher chez un enfant pour voir est-ce que l'enfant est appelé à bien voir. Puisque à la naissance, la vision n'est pas une vision complète, ça se constitue avec le temps. Donc, dès l'enfant, déjà, on peut examiner l'enfant d'abord sur le plan anatomique. Est-ce que l'enfant a des yeux plus normaux? Maintenant, sur le plan fonctionnel, il y a des signes, des réflexes qu'on peut examiner pour voir si la vision peut s'établir avec le temps. Alors, et elle demande aussi où on peut faire ces consultations. Oui, les consultations, ça peut se faire dans les structures ophtalmologiques. Et si je ne sais pas si elle est à Lomé, oui, les structures d'ophtalmologie qui sont à Lomé, il y a les deux CHU, et il y a je présente ceux qui ont des médecins ophtalmologistes, et il y a l'hôpital de Baie, il y a la polyclinique à Guadeloupe où on a un ophtalmologiste pédiatre, et donc elle peut consulter pour ça là-bas. Et elle dit aussi qu'elle a un petit-fils autiste où il faut d'abord le consulter et puis consulter aussi par rapport à ses affections oculaires. Non, pour les affections oculaires, c'est ce que j'ai dit, qu'elle peut aller à la polyclinique à Guadeloupe pour voir le médecin pédiatre, peut aller au CHU Campus ou au CHU Tocoin pour voir l'école. Maintenant, pour l'autisme, est-ce que nous avons des centres spécialisés? Bon, elle peut s'adresser à ces CNAO pour voir qu'est-ce qu'ils font à ce niveau. Et c'est chez eux qu'on peut faire une référence vers les structures d'accueil surtout pour pouvoir faire une prise en charge. Alors, monsieur Pascal veut ajouter quelque chose? Je pense que le docteur a souligné les structures de référence au niveau de notre capitale, essentiellement les deux CHU et puis le CMS à Guadeloupe qui a
le pédiatre de référence du Togo, Dr Domingo. Je pense que s'il se réfère à ces structures-là, elle aura satisfaction. Alors, docteur, on parlait également des facteurs qui peuvent expliquer le retard dans le recours aux soins de santé, surtout pour des services ophtalmologiques. Est-ce que à votre niveau, on amène des enfants où on se dit c'est trop tard? Oui, il y en a. Il y a beaucoup de cas de cécité dite irréversible, c'est-à-dire qui sont, ça peut être lié au traumatisme, au glaucome congénital non pris en charge très tôt, et à la cataracte congénitale non prise en charge très tôt, et ça peut être également lié à un vice de réfraction non prise en charge également très tôt. Je disais tantôt que le développement de l'œil a lieu au cours des 6 premières années de la vie. Et le développement de l'œil est lié surtout, et quand je dis développement, c'est le développement fonctionnel, est lié surtout à un stimulus qui est la lumière. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de lumière, le processus de développement fonctionnel de l'œil est compromis. Donc tout problème qui entraîne l'absence de pénétration de la lumière dans l'œil peut entraver le développement de l'œil. Donc les vices de réfraction également sont à l'origine souvent de ce qu'on appelle l'amblyopie, qui est une absence de fonctionnalité de l'œil. C'est-à-dire la structure de l'œil est très bien, mais on fait le fond d'œil, tout, le nerf optique, tout est normal, mais ils n'ont pas eu le stimuli nécessaire pour développer une réponse surtout nerveuse à la vision. Alors, comment expliquer que, parce que j'ai un ami, son œil est intact, on a fait des analyses, tout est normal, mais il ne voit pas? Oui, la vision, c'est l'œil et le cerveau. Ce n'est pas seulement la structure œil. C'est pourquoi quelque part on dit que l'œil est le prolongement du cerveau. Donc, si l'œil voit, il faut qu'il envoie un signal au cerveau. Et c'est en ce moment que le cerveau va dire, ah, ce que tu m'envoies comme signal, c'est par exemple Monsieur Pascal, ainsi de suite. Donc, si le cerveau ne joue pas ce rôle, on peut... Donc, c'est à plusieurs niveaux que la vision se constitue. Alors, à quelle fréquence il faut faire les consultations ophtalmologiques? Bon, si la structure de l'œil, tout est normal, on n'a pas une fréquence en tant que telle dans l'enfance, dans la jeunesse, ok? Mais déjà, à partir de 40 ans, il y a d'autres pathologies liées un peu à l'avancement de l'âge qui commencent par s'installer. Donc, à partir de là, on recommande que de temps en temps, 1 an, 2 ans, il faut aller voir l'ophtalmologue pour faire un check-in. Alors, est-ce que c'est conseillé que d'aller soi-même dire il y a mes yeux qui me grattent, vous allez à la pharmacie et le pharmacien vous donne un produit pour les yeux où on vous dit de mettre 2 gouttes, 3 gouttes un matin, une goutte le matin, une goutte midi et une goutte le soir? Non. Si c'était le pharmacien, oui. Mais si c'est des vendeurs en pharmacie, disons-nous la vérité, des fois, quand vous allez en pharmacie, le pharmacien n'est jamais là. Le pharmacien même n'est jamais là. Donc, le mieux, ce n'est pas de s'adresser aux vendeurs pour quoi que ce soit. Mais si le pharmacien est là, on peut encore accepter ça, mais s'il n'est pas là, il vaut mieux faire recours à une structure
de Saint-Zopé. Alors, monsieur Pascal. Je voulais ajouter que normalement, avant même la rentrée scolaire, les parents devraient amener leurs enfants dans les services ophtalmologiques parce que il faudrait qu'on analyse très bien si les yeux des enfants fonctionnent très bien. Parce que des fois, c'est à l'école qu'on constate que les enfants ont des problèmes. Et malheureusement, quand ils arrivent même à la maison, ce sont les parents qui commencent par s'énerver et par les renvoyer vers les écoles. C'est pour cela que c'est conseillé au début de la rentrée scolaire qu'on emmène également les enfants au niveau des services ophtalmologiques pour une consultation pour savoir est-ce que tout est normal avant même la rentrée scolaire. Alors, si vous avez un conseil à l'endroit des populations ou des informations importantes que vous souhaitez faire comprendre à ces populations, surtout quand il s'agit des yeux. Je dirais qu'il faut faire beaucoup attention lorsqu'il s'agit des yeux, parce que lorsque vous-même vous adoptez certains comportements liés à l'automédication, vous risquez d'avoir des conséquences où les yeux ne seront plus récupérables. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est conseillé d'aller directement vers les services ophtalmologiques pour les consultations et pour les prises en charge. Éviter surtout les informations qui circulent au sein de la communauté par rapport à la prise en charge. Se référer aux spécialistes qui sont les techniciens supérieurs en ophtalmologie et puis les médecins ophtalmologistes qui sont en mesure de nous donner les informations exactes par rapport à la prise en charge de ces affections. Alors, docteur, si vous avez certains conseils pratiques à donner à nos auditeurs. Oui, je pense que Pascal a presque tout dit. Et la première, c'est d'écouter les enfants, d'écouter les enseignants, d'écouter ceux qui vous entourent par rapport à la vision de vos enfants. Parce que des fois, c'est les parents, c'est l'entourage qui dit que l'œil de ton enfant est en train de se dévier, ou bien c'est l'enseignant qui dira ton enfant n'arrive pas à bien voir à l'école, ou bien qu'il n'écrit pas bien sur la ligne. Donc, il faut écouter et faire consulter l'enfant. C'est très, 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 très important. Et où les conséquences peuvent être désastreuses ou vers un non-retour, comme Pascal l'a dit. Il faut souligner également que l'automédication n'est pas toujours la solution. Et l'automédication peut être désastreuse au lieu de nous aider. Je ne dis pas que ça ne nous aide pas, ça peut aider, mais il y a des cas qui peuvent être désastreux. Et il faut reconnaître que au jour d'aujourd'hui, quand on parle des yeux, même le médecin qui n'est pas dans la santé oculaire a peur de toucher. Même le médecin qui n'est pas dans la santé oculaire a peur de toucher quelqu'un qui a des problèmes d'yeux. Donc, d'autant plus que les autres qui ne sont pas dans le domaine, dans le corps médical, doivent faire attention quant à ce qui concerne les prescriptions hasardeuses qu'ils peuvent faire à quelqu'un qui se plaint de ses yeux. Merci. Alors, monsieur Pascal, votre mot de la fin. Nous voulons remercier le ministère de la Santé qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet. Remercier également le programme, le PNSC, le Programme national de lutte contre la cécité, qui est toujours avec nous pour pouvoir parler de la cécité infantile. Nous saisissons l'occasion également pour remercier les médias, vous qui nous avez reçus ce matin pour pouvoir parler à la population. Et
pouvez dire également que ce projet est rendu possible grâce à la générosité du peuple américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui a cofinancé ce projet avec CBM. Nous les transmettons également nos sincères remerciements. Que le Seigneur bénisse le Togo. Merci à M. Pascal Aguirre-Domé et puis au Dr Prempe Yao Sepopo. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.